Donc bonjour chers élèves, أعزائي التلاميذ أعزائي التلميذات. موضوع هذا الفيديو c'est le corrigé du baccalauréat 2018. Donc c'est un sujet que j'ai déjà posté sur la chaîne, mais j'ai oublié la dernière partie de la chimie. En plus, je parlais un peu plus vite peut-être parce que je l'ai posté juste la veille de l'examen. Donc je vais le reprendre et je vais le mettre en deux parties. Donc dans la première partie, je vais parler uniquement de la chimie et dans la deuxième partie, je vais traiter la partie physique. Bien, en 2018, les questions sur la chimie, il s'agissait de quoi? Il s'agit de l'électrolyse d'un composé ionique qui est le bromure de plomb et l'étude de quelques réactions de l'acide lactique. C'est-à-dire, on va voir que c'est la réaction de l'acide lactique avec une base, dosage par une base forte, NaOH, et dans la deuxième partie, c'est la réaction de l'acide lactique avec un alcool, c'est ce qu'on appelle la réaction d'estérification. Donc dans l'électrolyse, c'est la réaction inverse à celle qui se passe dans les piles. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo que j'ai postée sur les piles, ils peuvent la revoir parce que j'ai parlé en détail sur l'électrolyse et sur la réaction inverse qui est les piles. Bon, qu'est-ce qu'il faut savoir donc, que ce soit pour les piles ou l'électrolyse? C'est d'abord comment déterminer la nature de l'anode et de la cathode, comment écrire les demi-équations qui se passent au niveau de chaque électrode, la réaction totale, de connaître par cœur la relation entre le courant et le nombre de moles échangés d'électrons et quelle est la relation entre le nombre de moles échangés d'électrons et le nombre de moles de l'oxydant ou bien du réducteur. Donc voilà ce qu'il faut connaître dans la réaction de, soit que ce soit pour la réaction de l'électrolyse ou bien la réaction de inverse, c'est-à-dire la réaction spontanée qui se passe dans les piles. Donc allons-y donc pour la partie chimique. Donc voilà l'énoncé que vous pouvez télécharger sous format PDF dans la description qui se trouve en dessous de la vidéo. Donc je vous conseille toujours de télécharger l'énoncé, de le travailler d'abord sans regarder la solution. Après, vous pouvez suivre en même temps la vidéo pour corriger vos erreurs. Bien, donc toujours, je répète cette remarque, c'est très important, dans l'énoncé, vous avez en général beaucoup de texte, il suffit de noter l'essentiel. Et l'essentiel ici, c'est ça. Au cours de l'électrolyse, il y a dépôt du plomb et un dégazage de gaz dibrome. D'accord? Voilà. Et la durée de la fonctionnement de l'électrolyse, c'est 3600 secondes, c'est 1 heure. Et la masse du plomb déposé, c'est 20,72 grammes. Ensuite, on vous donne les deux couples Oxred qui interviennent, la constante de Farad, et on vous donne le volume molaire dans les conditions de l'expérience et la masse molaire du plomb. Bien, les questions sont très classiques. Déterminer le nom de l'électrode où se forme le dibrome. Écrire l'équation de la réaction au niveau de chaque électrode et l'équation bilan. Déterminer l'intensité du courant qui passe pendant la durée 3000 pendant 1 heure. Et calculer dans ces conditions-là le volume formé de dibrome. Bien. Pour répondre à la première question. Comment appelle-t-on l'électrode où se forme le dibrome? Très simple. Pour y répondre, il suffit de savoir s'il y a formation de dibrome, est-ce que c'est une oxydation ou bien une réduction? S'il s'agit d'une oxydation, c'est l'anode. S'il s'agit d'une réduction, c'est la cathode. Or, le couple redox qu'on a, c'est Br-Br2. Et puisqu'il y a formation de Br2, la réaction qui va avoir lieu au niveau de cette électrode, c'est Br- qui va donner Br2 plus des électrons. Donc c'est au niveau de cette électrode-là qu'on aura formation, départ d'électrons, et l'électrode où les électrons démarrent, c'est ce qu'on appelle l'anode. D'accord? Donc voilà. Donc l'électrode où se forme le dibrome,
correspond à l'oxydation parce que ça correspond à Br- qui donne Br2 plus des électrons. D'accord? Donc c'est au niveau de cet électrode que l'électron démarre vers le circuit extérieur. Autrement dit, c'est la borne négative, ou par conséquent, c'est l'anode. Donc l'anode correspond à l'oxydation. Pour se rappeler, les deux commencent par une voyelle. À partir de là, pour déterminer les deux équations, maintenant au niveau de la cathode, c'est la réaction, puisqu'il y a dépôt, on vous dit dépôt de plomb, et par conséquent, la demi-équation, ça sera PbU2+. Les ions de plomb qui se trouvent en solution vont capter les électrons pour se transformer en Pb solide. Donc là, le OX plus un électron dans RED. Et puisque le réducteur qui se trouve de ce côté de la réaction, on l'appelle réduction. Et la deuxième équation, c'est les Br- qui vont se transformer en Br2 plus des électrons. Et ce sont ces électrons-là qui vont assurer le courant dans la partie extérieure de la pile. Et par conséquent, c'est l'anode. Et puisque ça correspond à une oxydation, parce que celui-là, vous avez ici un réducteur qui donne OX plus un électron. Celui qui se trouve de l'autre côté de la réaction, c'est un oxydant. Donc c'est une oxydation. Donc l'oxydation correspond à l'anode, bien sûr, et la réduction correspond à la cathode. Maintenant, il faut faire très attention dans ces réactions oxydoréduction, dans les piles ou bien dans l'électrolyse. Avant d'écrire l'équation totale, il faut être sûr que vous avez le même nombre d'électrons qui interviennent dans la réduction et dans l'oxydation. Sinon, si vous avez par exemple ici 2 et vous avez ici 3, il faut multiplier celle-là par 3 et multiplier celle-là par 2 de façon à avoir 6. Il faut toujours avoir le même nombre d'électrons parce que ça va jouer beaucoup sur le calcul qu'on va faire dans la suite. D'accord? Et une fois qu'on a le même nombre d'électrons, on enlève les électrons et on écrit la réaction totale. PbI de plus de Br- donne Pb plus Br2. D'accord? Bien sûr, le Pb c'est solide, Br2 c'est un gaz. D'accord? On vous le dit dans l'énoncé. Donc voilà l'équation globale. Maintenant, on veut déterminer l'intensité du courant électrique qui passe dans le circuit pendant delta T. Bien. La formation, qu'est-ce qu'on donne? On nous donne la masse du plomb formé. D'accord? Quelle est l'intensité du courant? Voilà la réaction générale qui est valable que ce soit pour les piles, que ce soit pour l'électrolyse, réaction inverse. Donc ça, c'est absolument à connaître par cœur. Et tout ce qu'il faut savoir dans cette réaction, c'est la relation entre le nombre de moles d'électrons et le nombre de moles de l'oxydant, ou bien le nombre de moles du réducteur dans ce cas-là. D'accord? Et vous voyez ici, si vous avez formation de X plomb, X moles du plomb, ça a nécessité combien? Ça a nécessité 2X moles d'électrons. Donc le nombre de moles d'électrons mis dans cette réaction, vous pouvez faire le tableau d'avancement, mais là, on n'a pas besoin. On peut dire tout de suite que le nombre de moles d'électrons est égal à combien? Est égal à 2 fois le nombre de moles du plomb. Or, on nous donne la masse du plomb formé, et vous voyez qu'on peut tout calculer maintenant. Souvent, vous avez cette relation-là qui est en fonction du nombre de moles d'électrons sur delta T. Le nombre de moles d'électrons est toujours lié au nombre de moles de l'oxydant ou bien du réducteur. Et souvent, soit on vous donne le courant delta T, on vous demande la masse déposée, soit on vous donne delta T, la masse déposée, on vous donne le nombre du courant, ce qui est le cas ici. Donc on vous donne toujours deux grandeurs et on vous demande de calculer la troisième. Bien, maintenant, le courant, bien sûr, on va remplacer le nombre de moles du plomb par la masse du plomb déposé divisé par la masse molaire. On connaît tout, faites l'application numérique et vous allez trouver un courant de 5,36 ampères. Faites très attention aux unités. Bien sûr, les masses doivent être aux mêmes unités. Delta T doit être en secondes. Maintenant, on va déterminer le volume de débron formé. Là aussi, on va faire exactement la même chose. Le nombre d'électrons mis en jeu dans la réaction de diprom, c'est égal à 2 fois le nombre de moles de Br2. Là aussi, vous revenez
sur la réaction suivante. Vous voyez que si vous avez X mol de Br-, ça correspond à 2X mol d'électrons. Donc c'est la même chose que la réaction de réduction. Et donc, dans cette réaction d'oxydation, on a aussi le nombre de moles de Br2 est égal au nombre de moles d'électrons divisé par 2. Or, ce nombre de moles d'électrons, on a déjà montré qu'il est égal à 2 fois le nombre du plomb. Donc, le nombre de moles de Br2 est égal au nombre de moles de Pb, qui est la masse du plomb divisé par la masse molaire. Et puisque Br2 c'est un gaz, donc son nombre de moles est égal au volume divisé par le volume molaire. Donc, on connaît tout. On va déterminer le volume qui est égal à 7,05 litres. On va passer à la deuxième partie qui est l'étude de quelques réactions de l'acide lactique. La première réaction, c'est une réaction classique d'un dosage d'acide faible par une base forte. Bon, l'acide lactique, on va le représenter par un AH, sa base conjuguée par A-. On vous donne la constante d'acidité de cet acide-là. Faites très attention, Ka, je vais revenir tout à l'heure. On vous donne la zone de virage de quelques indicateurs colorés. On prend un volume VA de cet acide AH, on le dose avec une solution d'hydroxyde de sodium, c'est-à-dire NaOH, de concentration 3,10-2 mol. Et on vous demande, on suit le dosage par la mesure de pH et on vous donne la courbe de pH en fonction de V. Question classique, déterminer l'équation du dosage, les coordonnées de points d'équivalence, déterminer la concentration de l'acide qui a été dosé et quel est l'indicateur coloré qui convient et trouver le rapport A-AH lorsqu'on a ajouté 8 ml. Et là, il faut faire très attention. Il faut bien remarquer que ce 8 ml va correspondre exactement au volume qu'on a mesuré, qu'on a versé lors de l'équivalence. Sinon, de toute façon, si ce n'est pas le volume, il suffit d'aller dans la courbe, vous cherchez où se trouve 10 ml et vous cherchez le pH correspondant. D'accord? Et connaissant ce pH-là, on va voir qu'est-ce qui domine à ce point-là. Est-ce que l'acide ou bien la base? Bien, la réaction, c'est très simple. L'acide, on va le noter AH, plus NaOH. Bien sûr, Na+ n'intervient pas dans la réaction. C'est OH- qui intervient. Réaction totale va donner A- plus H2O. Donc l'acide va donner H+, la base va capter ce H+, pour former de l'eau. Coordonnées d'équivalence. Pour déterminer les coordonnées d'équivalence, en utilisant la méthode des tangentes, bon, ils sont déjà tracés, donc ça vous simplifie beaucoup la vie. Sinon, si jamais ils ne sont pas tracés, ce qu'il faut faire, c'est tracer la tangente à la courbe en un point après l'équivalence, la tangente à la courbe en un point avant l'équivalence, faire la perpendiculaire à ces deux droites-là, chercher le milieu de cette droite et tracer la droite parallèle aux deux premiers. Et cette droite-là va couper la courbe du dosage en un point, et ce point, ces coordonnées sont les points coordonnées, c'est-à-dire c'est le point où se passe l'équivalence. D'accord? Donc on trace la première tangente, la deuxième tangente, la droite perpendiculaire aux deux, chercher le milieu de cette droite, tracer la parallèle à l'une des deux droites qui passe par le milieu, et cette droite-là va couper la courbe du dosage au point de l'équivalence. Donc, il suffit de lire sur la courbe, on voit qu'à l'équivalence, le volume de la base ajoutée, c'est 10 ml, et le pH, c'est 8. Voilà. Maintenant, on va calculer la concentration CA. Donc ça, c'est vraiment le but du dosage, c'est déterminer la concentration inconnue. Donc on sait qu'à l'équivalence, le nombre de moles de l'acide à l'équivalence, l'acide faible a été totalement consommé par la base forte. Parce que c'est l'acide qu'on dose, on ajoute de la base forte, et à l'équivalence, vous avez le nombre de moles de la base ajoutée est exactement égal au nombre de moles de l'acide présent en solution. Et bien sûr, tout est connu. Faites l'application numérique, on trouve 2,10-2 mol par litre. Or, les coordonnées de l'équivalence, c'est 8. Et il suffit d'aller sur le tableau et vous allez voir le rouge de chrysol qui convient pour mesurer un pH de 8.
Maintenant, pour calculer le rapport A- sur AH, donc soit vous connaissez cette équation-là, soit vous la démontrez très rapidement si vous avez oublié, ou bien si vous avez un doute, est-ce qu'il y a CPKA ou pH, d'accord? Donc, si on connaît cette relation, on peut répondre facilement. On connaît le pH. Si on ajoute 10 ml, on connaît le pH, c'est le point d'équivalence. On connaît le pKa, parce qu'on nous a donné Ka. Donc, pKa, c'est moins log de Ka. Donc, on peut déterminer ce rapport facilement. Donc, pH moins pKa. Pour enlever le logarithme décimal, on fait bien sûr 10 à la puissance, et non pas l'exponentielle. D'accord? On fait l'application numérique, et on trouve 3,9 10 puissance 4. Bien. Maintenant, juste un rappel, si vous avez oublié cette relation, voilà ce qu'il faut faire rapidement dans le brouillon. Notez bien Ka, c'est la constante d'équilibre qui correspond à la réaction d'un acide AH avec de l'eau, et non pas à la réaction qu'on vous donne dans l'exercice, qui donne A- plus H3O+. Et la constante d'équilibre de cette réaction, c'est H3O+, fois A- divisé par AH. Parce que toujours, il est en excès. D'accord? Et donc, vous appliquez le log à cette réaction. Log de Ka, c'est log de H3+, plus log de ça. On va multiplier par moins 1. Moins log de Ka, c'est pKa. Moins log de H3+, c'est le pH. Et on trouve cette relation. Et vous voyez maintenant, si on trace ici une droite du pH, d'accord? Ça, c'est le pH. Si concentration de A- est égale à concentration de AH, ça c'est log de 1, c'est 0, vous avez pH égale à pKa, donc ça veut dire la concentration de l'acide est égale à la concentration de la base. Personne ne domine, ils sont à égalité. Maintenant, si le pH est plus petit que pKa, ça veut dire pH moins pKa est négatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire la concentration de AH est supérieure à A-. Donc c'est l'acide qui domine. Par contre, si pH est supérieur à pKa, ce qui est le cas dans notre cas pour l'exercice, pH égale à 8 et pKa c'est 3, quelque chose. Donc vous voyez que c'est A-, qui est concentration de A-, qui est supérieure à H, donc c'est la base qui domine. Et on passe à la deuxième partie, c'est-à-dire la réaction d'estérification. C'est pratiquement l'un des derniers chapitres de la partie chimique. Et on vous dit que on prend l'acide lactique, on va dans sa formule. L'essentiel, c'est un acide carboxylique. Il se termine par le groupement C, double liaison O-H, qui va interagir avec un alcool. Un alcool, c'est un groupement R'-OH. On chauffe à reflux. On va parler à reflux dans une autre vidéo. Le mélange pendant un certain temps et on vous donne le nombre de moles de l'ester formé. Donc là, vous remarquez que le mélange initial, c'est un mélange stéchiométrique. Vous avez le même nombre de moles de l'acide, le même nombre de moles de l'alcool. Donc là, c'est pratiquement des questions de cours. C'était les caractéristiques de la réaction d'estérification, les facteurs cinétiques pour accélérer cette équation-là, utilisons les formules semi-développées, l'équation de la réaction et calculer le rendement. Donc tout ça, c'est pratiquement que des questions de cours. Bon, la réaction caractéristique de la réaction d'estérification, c'est une réaction lente et limitée. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas une réaction qui est totale. On peut ajouter aussi athermique. Les facteurs cinétiques, c'est la température et la présence d'un catalyseur. Il suffit de dire la température et la présence d'un catalyseur. Les deux accélèrent la réaction. Et l'équation de la réaction, voilà la formule générale de l'estérification. Vous avez un acide carbolique qui est caractérisé par RCOOH avec un radical, plus un alcool qui est lui caractérisé par un groupement R'-OH. Ce OH va interagir avec va être lié à cet hydrogène pour former de l'eau. Et ce groupement R' va se fixer sur l'oxygène pour former l'ester. Donc voilà la forme générale de l'ester. D'accord? C'est un radical, c'est double liaison OOR'. Donc pour nous, voilà le butanoate, voilà l'acide lactique qu'on nous donne. On nous donne CH3CHOH, C double liaison OH. Donc ça c'est le groupement de l'acide carboxylique. C'est très important. L'alcool c'est souvent ROH et on nous donne le méthanol, c'est-à-dire CH3OH. Donc ce OH va être lié à cet hydrogène pour former de l'eau. Et ce groupement CH3 va se fixer sur l'oxygène pour former l'ester. Donc voilà l'équation
de la réaction. Bon, quelques généralités. Voilà, maintenant ça suffit pour la répondre. Maintenant je vous donne quelques formes. Bon, il reste encore le rendement, pardon. Donc le rendement, tout simplement, là aussi, il est défini comme étant le rapport entre la quantité de matière de l'ester formé divisé par la quantité de la matière qui se formerait si la réaction était totale. Donc, c'est très facile. C'est le nombre de moles de l'ester divisé par X max. On vous donne le nombre de moles de l'ester. On a un rapport équimolaire, donc X max est égal à N0. Donc, vous avez directement 6 10-4 divisé par 10 puissance... il y a ici une erreur, je crois 10-3 X max, je crois, c'est 10-3 X max. Voilà, c'est 10-3, voilà, c'est 10-3 et non pas 10-4. Voilà, donc ça c'est 10-3. Et donc ça vous donne 6 10-1, c'est-à-dire 0,6 ou bien 60%. D'accord? Donc une deuxième remarque sur la relation, donc voilà pour l'exercice. Donc une remarque, l'eau, quand on vous demande par exemple d'écrire la constante d'équilibre de cette réaction, faites très attention, on ne met pas l'eau, c'est pas un solvant, donc c'est un produit de la réaction. Donc par exemple la constante de réaction, la constante d'équilibre de cette réaction, c'est la concentration de l'ester fois la concentration de l'eau divisé par la concentration de l'acide multiplié par la concentration de l'alcool. Quelques remarques aussi sur la réaction de stérification. Vous avez trois types d'alcool, ce qu'on appelle un alcool primaire, secondaire et non pas tertiaire, et tertiaire. Qu'est-ce que c'est qu'un alcool primaire? Lorsqu'il y a le groupement, le radical, sous la forme CH2, un radical R1OH. Si vous avez le carbone, il y a deux radicaux plus un hydrogène, c'est un groupement tertiaire. Si vous n'avez aucun hydrogène ici, c'est un alcool tertiaire. Et le rendement diminue dans ce sens-là. C'est-à-dire il est très fort pour un alcool primaire, il diminue pour un alcool secondaire, et il diminue encore plus pour un alcool tertiaire. Encore des rappels sur la réaction d'estérification. Donc sa forme générale, je viens de le dire, c'est un acide carboxylique, d'accord, plus un alcool, CR'OH. OH va se lier avec l'hydrogène pour former de l'eau, et l'ester, c'est celui-là. Un exemple, imaginons par exemple, vous avez le butanoate, l'acide butanoate, qui va interagir avec le méthanol, CH3OH. Vous voyez bien que OH plus va former de l'alcool, plus H qui était là va nous donner de l'eau, et voilà l'ester qui va être formé. Et la nomenclature, qu'est-ce qu'on appelle, comment on appelle cet ester? Donc le groupement, l'acide qui est là, c'est un butanoate, vous avez deux C4, 4 sur butane, et puisqu'il y a, c'est un acide carboxylique, on l'appelle watt, donc butanoate, 2 radicales qui se trouvent ici. Donc ça, c'est le butanoate de méthyle. Donc voilà pour la partie chimique. Donc j'espère que vous avez un peu compris maintenant qu'est-ce que c'est que la réaction d'estérification. Donc peut-être la majorité d'entre vous n'ont pas encore fait le cours de l'estérification. Et la réaction inverse, bien sûr, c'est ce qu'on appelle l'hydrolyse, c'est-à-dire l'eau plus l'ester va donner l'acide plus un alcool. Et donc là, c'est souvent des questions de cours. Quelles sont les caractéristiques, facteurs cinétiques, rendement? Ça, c'est des choses à connaître par cœur. Le rôle du chauffage par reflux. Et puis, savoir nommer un ester. D'accord? Comment savoir la nomenclature. Comment écrire la formule semi-développée. Donc, un acide carboxylique, c'est toujours C doublison O H. Dans le cas général, plus un radical. Et un alcool, c'est un autre radical plus OH. Donc voilà, à très bientôt donc pour la deuxième partie de ce sujet-là où je vais traiter la partie physique. Bien, donc si vous avez des questions, bien sûr, des remarques, n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires. Essayez de, bon, ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à la chaîne, il y aura d'autres vidéos dans la suite et partagez-la aussi avec vos amis. C'est la période des préparations. Bon courage et à très bientôt.